Nous sommes en 1920. La Grande Guerre a pris fin, laissant derrière elle une Europe dévastée. Pour la Hongrie, le traité de Trianon ne marque pas seulement la fin d'un conflit, mais le démantèlement d'un royaume. Imaginez une carte de la Hongrie, vibrante et entière, qui rétrécit maintenant, les frontières redessinées, de vastes étendues de terre perdues. La Hongrie a perdu plus des 2/3 de son territoire et des millions de ses habitants au profit des pays voisins. Ce n'était pas seulement la perte de terre, mais la séparation d'un peuple de son histoire, de sa culture et des siens. Des familles se sont retrouvées divisées, leurs maisons désormais en terre étrangère. L'impact psychologique de cette perte fut profond, jetant une longue ombre sur l'avenir de la Hongrie. Le traité de Trianon n'a pas seulement redessiné les frontières, il a redessiné des vies. Des cendres de la défaite est née une figure aussi énigmatique que controversée, Miklos Horthy. Ancien amiral de la marine austro-hongroise, Horthy est devenu un symbole de stabilité dans une nation en quête de leadership. En 1920, il prend le titre de régent, promettant de restaurer l'ordre et, éventuellement, la monarchie hongroise. Pourtant, le trône est resté vacant. Horthy, l'homme qui s'était engagé à restaurer un roi, a plutôt gouverné en tant que chef d'État pendant plus de 2 décennies. Le règne de Horthy fut une tapisserie complexe tissée d'autoritarisme et d'ambition, de pragmatisme et de préjugés. Il a navigué dans les eaux troubles de la Hongrie post-Trianon, d'une main ferme, réprimant la dissidence et consolidant son pouvoir. Budapest, la grande capitale du pays, a été témoin du règne de Horthy. Son règne, mélange d'autoritarisme et d'ambition, allait finalement conduire la Hongrie sur une voie dangereuse, la rapprochant de l'Allemagne nazie. À l'aube des années 1930, une nouvelle ombre s'abat sur l'Europe, le spectre de l'Allemagne nazie, une force qui allait bouleverser le continent. La Hongrie, encore sous le choc des turbulences économiques de la Grande Dépression et hantée par le fantôme de Trianon, s'est avérée être un terrain fertile pour l'idéologie nazie. Les difficultés économiques avaient laissé la population désespérée et en quête de solutions. Les nazis offraient une promesse séduisante, une chance de regagner les territoires perdus et de restaurer la gloire passée de la Hongrie. Cette promesse résonnait profondément dans le cœur de nombreux Hongrois. Ce message, amplifié par la propagande et alimenté par les difficultés économiques, a trouvé un écho auprès d'une partie de la société hongroise. Les rassemblements nazis et les discours enflammés attiraient de plus en plus de partisans. Des affiches de propagande ornaient les murs des villes, promettant force et unité. Ces affiches étaient omniprésentes, influençant l'opinion publique à chaque coin de rue. Les journaux, influencés par l'idéologie nazie, colportaient une rhétorique antisémite et glorifiaient les prétendues réalisations du Troisième Reich. Les médias jouaient un rôle crucial dans la diffusion de ces idées. Cette campagne de propagande insidieuse ciblait les personnes vulnérables, exploitant leurs peurs et leurs angoisses. Les nazis savaient comment manipuler les émotions pour gagner du soutien. Des histoires individuelles illustrent la nature insidieuse de cette infiltration idéologique. Les lettres et documents personnels de l'époque révèlent l'impact profond de cette propagande sur la vie quotidienne. Cette influence croissante allait avoir de graves conséquences pour la Hongrie, la rapprochant du précipice de la guerre. La montée en puissance militaire était un signe avant-coureur des conflits à venir. L'année est 1939. Les tambours de guerre battent à nouveau, et cette fois, la Hongrie ne sera pas épargnée. Liée par des alliances politiques et poussée par le désir de reconquérir les territoires perdus, la Hongrie rejoint les puissances de l'Axe. Cette décision fatidique allait plonger la nation au cœur d'un conflit mondial, avec des conséquences dévastatrices. Ce qui avait commencé comme un conflit lointain a rapidement jeté une longue ombre sur la Hongrie, alors que ses soldats étaient envoyés combattre sur des fronts lointains. Au fur et à mesure que la guerre faisait rage, le front intérieur hongrois se transformait. Le rationnement est devenu monnaie courante et les réalités de la guerre sont devenues palpables dans la vie quotidienne. Malgré l'alliance officielle avec les puissances de l'Axe, tous les Hongrois ne soutenaient ni pas la guerre ou l'idéologie nazie qu'elle défendait. Des murmures de défi résonnaient dans les rues de Budapest. Des actes de résistance, petits et grands, vacillaient comme des braises dans l'obscurité grandissante. Des individus et des groupes, mus par la conscience et la compassion, ont risqué leur vie pour défier le régime nazi et protéger les persécutés. L'un de ces actes de résistance a eu lieu au cœur de Budapest,
entre les murs d'un immeuble modeste, devenu un symbole d'espoir, l'hôpital clandestin. Ici, des médecins et des infirmières, opérant dans le secret, fournissaient des soins médicaux aux soldats et aux civils blessés, quelles que soient leurs affiliations politiques. Cette opération clandestine a sauvé d'innombrables vies. Au-delà des murs de l'hôpital clandestin, d'autres formes de résistance se sont manifestées. Certaines personnes cachaient des juifs chez eux, risquant leur propre vie pour sauver celle des autres. Ces actes de courage ont ébranlé la façade du contrôle nazi, démontrant que même face à un pouvoir écrasant, l'esprit humain ne pouvait être totalement éteint. Budapest, même en pleine guerre, est restée une ville de secret, ses rues murmurant des histoires de résilience et de résistance. Les bâtiments qui autrefois vibrèrent de vie ont pris une nouvelle signification, devenant des lieux de rencontres clandestins, des refuges et des témoins silencieux de l'histoire en marche. Ces lieux de mémoire et de mystère offrent un aperçu du passé de la ville en temps de guerre, révélant le courage et la compassion qui brillaient sous la surface de l'occupation. Prenons l'exemple du marché aux puces d'Exery. Un marché labyrinthique où les murmures d'accords de guerre et d'échanges clandestins remplissaient autrefois l'air. Ce centre de commerce animé renferme dans son histoire une tapisserie de survie, d'adaptation et de l'esprit humain qui perdure. Ou aventurez-vous dans les profondeurs du métro de Budapest, où un réseau de tunnels et de chambres servait autrefois d'abri anti-bombes, de cachettes et même d'hôpitaux de fortune. Chaque brique, chaque mur de tunnel murmure une histoire qui attend d'être entendue. Les échos de la Seconde Guerre mondiale ont continué à résonner longtemps après que les armes se soient tues, laissant derrière eux un monde profondément changé. Pour la Hongrie, la fin de la guerre a apporté de nouveaux défis, de nouvelles incertitudes et l'héritage durable d'une période profondément traumatisante. Les cicatrices de l'occupation, de la collaboration et de la dévastation étaient omniprésentes. La résistance héroïque, les pertes humaines massives et les déplacements forcés ont laissé des marques profondes, façonnant la psyché de la nation et influençant les générations futures. Le spectre de l'Holocauste a jeté une longue ombre sur la Hongrie, rappelant constamment les horreurs passées. La persécution et le meurtre systématique des Juifs hongrois ont laissé une marque indélébile sur la conscience de la nation, une cicatrice qui ne s'effacera jamais. Les histoires de ceux qui ont péri et de ceux qui ont risqué leur vie pour sauver les autres servent de rappel brutal de la fragilité de la vie humaine et de la force du courage. Les années d'après-guerre ont apporté de profonds changements politiques et sociaux alors que la Hongrie tombait sous la coupe de l'Union soviétique, marquant le début d'une nouvelle ère de défis. La lutte pour la liberté, pour l'autodétermination, est restée une force puissante, culminant avec les révolutions de 1989 et la chute du communisme, ouvrant la voie à la naissance d'une nouvelle Hongrie démocratique, pleine d'espoir et de possibilités pour l'avenir. Le voyage à travers l'histoire moderne de la Hongrie, des cendres de Trianon, est une odyssée fascinante à l'ombre du rideau de fer, où les cicatrices de la guerre et de l'oppression sont encore visibles, est un voyage à travers la résilience, les traumatismes, et les triomphes silencieux et le pouvoir durable de l'esprit humain. Les communautés se sont relevées, ont reconstruit et ont prospéré malgré les défis. C'est une histoire gravée non seulement dans les livres d'histoire, mais aussi dans les mémoires des gens, mais dans le tissu même de la nation, dans les traditions et les coutumes qui perdurent, dans l'architecture de ces villes où chaque pierre raconte une histoire, dans les échos de son passé qui persistent dans les coins cachés et les histoires murmurées. Ces lieux abandonnés sont des témoins silencieux de l'histoire. Pour vraiment comprendre la Hongrie, il faut explorer ses paysages variés et ses panoramas époustouflants. Il faut aller au-delà de la surface, au-delà des grands récits, et plonger dans les détails et écouter les murmures du passé. Les témoignages des anciens révèlent des vérités profondes. Les histoires de ceux qui ont vécu ces époques tumultueuses offrent un aperçu de l'âme d'une nation à jamais changée par les événements du XXe siècle. Ces récits personnels enrichissent notre compréhension. L'histoire de la Hongrie nous rappelle que l'histoire n'est pas simplement une collection de dates et d'événements, mais une tapisserie vivante, tissée à partir de la vie des individus, de leurs espoirs et de leurs luttes. En déverrouillant les secrets de la Hongrie, nous découvrons des histoires cachées, nous comprenons mieux qui nous sommes et comment le passé façonne notre présent et le monde qui nous entoure. Chaque découverte nous rapproche de la véritable essence de la Hongrie.
Oh, nous sommes en 1526. Par une journée caniculaire d'août, le destin de la Hongrie est en jeu. Le champ de bataille de Mohács est un tableau de chaos et de carnage. L'armée hongroise, autrefois puissante, est anéantie, écrasée par l'avancée implacable de l'Empire ottoman. Au cœur de cette défaite cataclysmique se trouve un vide de pouvoir, une lutte pour le contrôle du trône de Hongrie. Suite à la mort du roi Louis II, deux prétendants émergent, Ferdinand Ier de Habsbourg et Jean Zápolya, voïvode de Transylvanie. Le décor est planté pour une lutte de pouvoir qui façonnera le destin de la Hongrie pendant des siècles. Ferdinand, soutenu par les vastes ressources et l'influence de l'Empire des Habsbourg, sort victorieux. Sa prétention au trône de Hongrie est cependant loin d'être assurée. Les Ottomans, enhardis par leur triomphe à Mohács, ont leur propre visée sur la région. La bataille de Mohács marque un tournant dans l'histoire hongroise. C'est la fin d'une époque, la chute d'un royaume indépendant. Sur les cendres de la défaite, un nouveau chapitre commence, dominé par la présence menaçante de la dynastie des Habsbourg. Au lendemain de Mohács, la Hongrie est dépecée, divisée entre des puissances rivales. Les Ottomans, fermement établis dans les régions du sud et du centre, créent la Hongrie ottomane, un territoire directement gouverné depuis Constantinople. Leur présence, un rappel constant de la défaite de Mohács, plane sur la région. Ferdinand, incapable de déloger les Ottomans, consolide son contrôle sur les territoires de l'ouest et du nord, connus sous le nom de Hongrie royale. Cette partition est cependant loin d'être stable. Un troisième acteur émerge, ajoutant à la complexité du paysage hongrois fracturé. La Transylvanie, sous la direction de Jean Zápolya et de ses successeurs, devient une principauté semi-indépendante. Prise entre les Habsbourg et les Ottomans, la Transylvanie marche sur la corde raide, naviguant dans les eaux troubles de la diplomatie et de l'opportunisme. Cette division tripartite de la Hongrie, conséquence des guerres ottomanes et de l'ascension des Habsbourg, crée un paysage géopolitique complexe. C'est une terre divisée, son peuple déchiré entre des loyautés et des aspirations concurrentes. Les guerres ottomanes laissent une marque indélébile sur le paysage hongrois, tant physiquement que culturellement. Des villes et villages, autrefois des centres dynamiques de commerce et de culture, sont en ruine. Eger, symbole de la résistance hongroise, porte les cicatrices d'un siège brutal, ses murs autrefois puissants, criblés par les tirs de canons ottomans. Au-delà de la destruction physique, les Ottomans laissent leur empreinte sur le tissu culturel de la Hongrie. Les minarets des mosquées, témoignage de l'influence de l'islam, s'élèvent au-dessus des villes et des villages, rappel brutal du changement de pouvoir. L'appel à la prière, résonnant à travers les plaines hongroises, devient un son familier dans les territoires contrôlés par les Ottomans. L'administration ottomane, cependant, ne se définit pas uniquement par les conflits et la destruction. Le système du timar, un système d'octroi de terres utilisé pour récompenser les soldats et encourager la conversion à l'islam, remodèle les structures foncières en Hongrie. Le statut de dhimmi, accordé aux sujets non musulmans, permet la continuation des pratiques religieuses, bien qu'avec certaines restrictions. L'ère ottomane, bien que marquée par les conflits et les bouleversements, est une période complexe et nuancée de l'histoire hongroise. C'est une époque de destruction et d'adaptation, d'échanges culturels et de tensions religieuses. Le désir d'indépendance d'une Hongrie libérée de la domination étrangère brûle même dans les heures les plus sombres. Tout au long des XVIe et XVIIe siècles, des étincelles de résistance jaillissent à travers les terres hongroises, défiant la puissance des empires, des Habsbourg et des Ottomans. Parmi ces combattants de la liberté, un nom résonne à travers l'histoire, Ferenc II Rákóczi. Noble transylvain, Rákóczi incarne l'esprit de la résistance hongroise contre la domination des Habsbourg. En 1703, il déclenche une rébellion qui embrasera le royaume, unissant paysans, nobles et soldats
sous la bannière de l'indépendance hongroise. Le soulèvement de Rákóczi, alimenté par le ressentiment populaire contre les politiques économiques et religieuses des Habsbourg, devient un moment déterminant de l'histoire hongroise. Pendant 8 longues années, les forces de Rákóczi affrontent les armées des Habsbourg, remportant des victoires éclatantes et inspirant l'espoir dans le cœur du peuple hongrois. Cependant, le soulèvement est finalement écrasé. Les Habsbourg, renforcés par des alliances étrangères et des ressources supérieures, l'emportent. Rákóczi, refusant de se rendre, vit ses derniers jours en exil, symbole de la résistance hongroise, son rêve d'indépendance inassouvi. Au fur et à mesure que le XIXe siècle avançait, la Hongrie a vu l'émergence d'une nouvelle vague de réformateurs. Ces individus étaient profondément attachés à l'idée d'identité nationale et cherchaient à apporter des changements significatifs à la société. Ils étaient inspirés par les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, et croyaient que la Hongrie pouvait prospérer en tant qu'État-nation. Parmi ces réformateurs figuraient des personnalités influentes comme Lajos Kossuth et István Széchenyi. Kossuth, grâce à ses talents d'orateur, a rallié les masses et est devenu un symbole de la résistance contre l'oppression. Széchenyi, quant à lui, s'est concentré sur la modernisation des infrastructures et de l'économie hongroise, convaincu que le progrès était essentiel à l'indépendance nationale. Les réformateurs ont rencontré une opposition considérable de la part des Habsbourg au pouvoir, qui se méfiaient de tout mouvement menaçant leur contrôle. Malgré cela, l'esprit nationaliste a continué de croître, alimenté par un désir d'autodétermination et de renaissance culturelle. La langue et les traditions hongroises étaient de plus en plus célébrées, favorisant un sentiment d'unité et de fierté parmi le peuple. Cette période a été marquée par une série d'événements importants, dont la Révolution de 1848, qui a vu les Hongrois se soulever contre la domination des Habsbourg. Bien que la Révolution ait finalement été réprimée, elle a laissé une marque indélébile sur l'histoire du pays et a jeté les bases des futures luttes pour l'indépendance. L'héritage de ces réformateurs et la montée du nationalisme hongrois ne peuvent être sous-estimés. Leurs efforts ont non seulement façonné le paysage politique de la Hongrie, mais ont également suscité une conscience nationale qui perdure jusqu'à ce jour. L'ère des réformes en Hongrie a marqué une période de changement et de progrès importants. Des dirigeants visionnaires ont émergé, prônant la modernisation et le réveil national. Ces efforts ont jeté les bases d'une Hongrie plus autonome et prospère, malgré les défis à venir. La Hongrie a connu à la fois le triomphe et la tragédie pendant cette période. La Révolution de 1848 a apporté un sentiment d'espoir et d'unité, mais elle a été rapidement suivie d'une répression brutale. Le rêve d'indépendance a été brisé, mais l'esprit de résilience et de détermination est resté intact. L'influence des Habsbourg a jeté une longue ombre sur la Hongrie. Même si le pays cherchait à affirmer son identité, l'emprise de la monarchie se resserrait. La lutte pour la liberté et l'autodétermination était un courant sous-jacent constant, façonnant le chemin de la nation et la détermination de son peuple. En conclusion, la période des Habsbourg en Hongrie fut une époque de profonde transformation et de luttes incessantes. L'héritage de cette ère témoigne de la résilience et de l'esprit du peuple hongrois qui a continué à se battre pour la place de sa nation dans le monde. Les échos de cette histoire résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant la quête éternelle de liberté et d'identité. Au cœur de l'Europe se trouve une terre riche en histoire et en culture. Une terre de plaines vallonnées, de forêts denses et de puissants fleuves où la nature règne en maître. Voici la Hongrie, une terre imprégnée d'histoire, où les échos du passé murmurent à travers les âges, racontant des histoires de gloire et de déclin. En l'an 1000, une nouvelle puissance a émergé du cœur de cette terre, une force qui allait changer le cours de l'histoire.
Un royaume a été forgé, destiné à laisser sa marque indélébile sur la tapisserie de l'Europe. Le royaume de Hongrie, un bastion de culture et de pouvoir, né de l'union des tribus magyares. Les premières années de la Hongrie ont été marquées à la fois par les conflits et l'ambition, une quête incessante de grandeur. Dirigés par une succession de puissants souverains, ils ont taillé leur domaine au milieu des alliances changeantes et des rivalités de l'Europe du XIe siècle, naviguant habilement à travers les tempêtes politiques. Pourtant, c'est sous le règne d'un seul homme que la Hongrie trouvera véritablement sa place et embrassera un destin lié à celui de la chrétienté. Son nom était Étienne, un visionnaire et un leader. Étienne, qui deviendra plus tard Saint Étienne, le premier roi de Hongrie, conduira son peuple vers une nouvelle ère de prospérité et de foi, établissant les fondations d'une nation durable. Nous sommes en l'an 1000, une époque de grande transformation et de bouleversement. Dans la grandeur d'Esztergom, un jeune roi s'agenouille, le front lourd du poids du destin et des attentes de son peuple. Il est sur le point d'être couronné premier roi d'une Hongrie nouvellement christianisée, un moment historique pour la nation. La couronne placée sur sa tête n'est pas seulement un symbole de pouvoir terrestre, mais aussi de responsabilité divine. Elle est considérée comme un don divin, envoyé par le pape Sylvestre II lui-même, un symbole du lien nouvellement forgé entre la Hongrie et l'Église catholique, un lien sacré et indissoluble. C'est la couronne de Saint Étienne, une relique sacrée entourée de mystères et de légendes. Un artefact vénéré à travers les âges. Son existence même témoigne de la naissance tumultueuse d'une nation et de la foi inébranlable de son premier roi, un homme de vision et de courage. Mais certains historiens remettent en question ses origines, se demandant si les récits sont fidèles à la réalité. Était-ce vraiment un cadeau du pape, un symbole de la bénédiction papale sur le règne d'Étienne, ou une légende embellie par le temps? Ou pourrait-il s'agir d'un produit d'une époque ultérieure, son histoire réécrite pour légitimer le pouvoir des souverains suivants, une question qui reste ouverte à ce jour. L'arrivée du christianisme en Hongrie ne fut pas une transition pacifique. Les anciennes coutumes ont eu la vie dure. Dans l'ombre des églises nouvellement construites, les murmures des anciens dieux persistaient. La conversion de la Hongrie fut un processus graduel et souvent violent, un choc des religions qui laissa sa marque sur l'âme de la nation. Alors que le roi Étienne défendait le christianisme, la résistance couvait. Des soulèvements païens, alimentés par un puissant mélange de ferveur religieuse et de ressentiment envers le nouvel ordre, ont remis en cause l'autorité d'Étienne. Le plus redoutable d'entre eux fut mené par Kopány, le propre oncle d'Étienne, un ardent défenseur des anciens dieux. Les murmures des anciennes coutumes ont persisté même après la victoire d'Étienne, tissés dans le tissu du folklore, des traditions et même des pratiques chrétiennes. Nous sommes en 1241. Une tempête se prépare à l'horizon est, un tonnerre de sabots et les cris effrayants de guerriers venus d'une terre lointaine. Les Mongols, dirigés par l'impitoyable Batu Khan, ont atteint les frontières de la Hongrie. Leur réputation les précède, conquérants implacables qui sèment la destruction sur leur passage. La Hongrie, sous le règne du roi Béla IV, se prépare à l'impact. La bataille de Mohi, livrée sur les rives de la rivière Sajó, scellera le sort du royaume. Les forces hongroises, malgré leur courage, n'étaient pas de taille face à la machine de guerre mongole. La défaite de Mohi fut un coup dur dont la Hongrie aura du mal à se remettre. Les murmures des trésors perdus, légendes et contes de l'ère mongole. Au lendemain de l'invasion mongole, des histoires ont commencé à circuler, des récits murmurés de trésors cachés et de fortunes perdues. Alors que les Mongols balayaient le pays, selon la légende, les nobles et les roturiers hongrois ont caché leurs biens les plus précieux. Or, argent, bijoux précieux et reliques sacrées ont été cachés dans des grottes, enterrés dans des champs et engloutis par la terre, leurs emplacements
perdus dans le chaos et les effusions de sang. Ces récits, transmis de génération en génération, ont captivé l'imagination. Malgré l'absence de preuves concrètes, les légendes ont persisté, alimentées par le pouvoir durable de l'espoir et l'attrait de l'inconnu. Tombes anonymes, le tribut silencieux de l'invasion. Le coût réel de l'invasion mongole ne pourra jamais être entièrement mesuré. Au-delà de la destruction physique, les pertes en vies humaines ont été effarantes. Des villages entiers anéantis, leurs habitants massacrés ou poussés à l'exil. Les morts, innombrables, ont souvent été inhumés dans des fosses communes, leurs dernières demeures anonymes et oubliées. Même aujourd'hui, des siècles plus tard, la terre livre de sinistres rappels des horreurs déchaînées sur la Hongrie. Ces restes squelettiques, témoins silencieux d'un chapitre sombre de l'histoire, offrent un aperçu du coût humain de l'assaut mongol. L'héritage durable, façonner l'identité d'une nation. C'est une histoire de tradition, de lutte et de triomphe qui ont forgé l'âme de la Hongrie. Le premier royaume de Hongrie, forgé dans les feux du christianisme et trempé par les horreurs de l'invasion, a laissé une marque indélébile sur le cours de l'histoire hongroise. Chaque pierre des châteaux en ruine raconte une histoire de courage et de foi. Le règne du roi Étienne Ier, personnage clé dans la formation de l'identité nationale, a jeté les bases d'un royaume puissant profondément intégré au tissu de l'Europe chrétienne. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui dans les traditions et les valeurs hongroises. L'invasion mongole, un événement cataclysmique qui a mis à l'épreuve l'âme même de la nation, s'est finalement avéré être un catalyseur de changement. Elle a transformé la société hongroise, la poussant à se réinventer. Elle a forcé la Hongrie à affronter ses vulnérabilités, à se reconstruire plus forte et à forger une société plus résiliente. Les artisans et les bâtisseurs ont joué un rôle crucial dans cette renaissance. L'héritage du roi Étienne Ier, un symbole de persévérance et de vision, les mystères entourant la couronne de Saint-Étienne, un artefact sacré et vénéré, les murmures des trésors perdus, cachés dans les recoins de l'histoire, et les rappels obsédants de l'invasion mongole continuent de captiver l'imagination, garantissant que le premier royaume de Hongrie ne sera jamais oublié. Ces éléments forment un tissu riche et complexe qui continue de définir l'identité hongroise aujourd'hui. Le royaume de Hongrie. Forgé au cœur de l'Europe, son histoire est une tapisserie de triomphes et de tragédies, de rois et de conquérants. Notre voyage commence au début du XIVe siècle, dans une terre marquée par des siècles de conflits. La puissante dynastie des Arpades, souverains de la Hongrie pendant plus de 4 siècles, s'était effondrée. Leur lignée éteinte, laissant un vide de pouvoir dans leur sillage. De ce chaos, une nouvelle dynastie émergea, les Angevins. Sous les Angevins, la Hongrie commença à panser ses blessures. Le roi Charles Robert, stratège rusé et chef impitoyable, monta sur le trône en 1308. Son règne marqua le début d'une ère nouvelle pour la Hongrie. Il écrasa sans pitié les nobles rebelles, consolidant son pouvoir et apportant la stabilité au royaume. Fort de son emprise sur son royaume, Charles Robert tourna son attention vers l'extérieur, étendant l'influence de la Hongrie et forgeant des alliances à travers le continent. Mais le plus grand héritage de Charles Robert ne fut pas ses victoires militaires, mais ses réformes économiques. Il introduisit une nouvelle monnaie d'argent, le groschen, qui devint rapidement l'une des monnaies les plus stables et les plus largement acceptées en Europe. Le commerce florissait et la Hongrie, riche en ressources naturelles, s'enrichissait. Les graines d'un âge d'or avaient été semées. Le fils de Charles Robert, Louis le Grand, hérita d'un royaume en pleine ascension. Esprit militaire brillant et diplomate avisé, Louis étendit les frontières de la Hongrie à leur plus grande étendue, poussant au sud jusqu'à la mer Adriatique et à l'est dans les Balkans.
Son règne vit la Hongrie émerger comme une puissance majeure en Europe centrale, rivalisant avec le Saint-Empire romain germanique lui-même. Mais le règne de Louis ne se limita pas aux conquêtes militaires. Il fut un mécène des arts et des sciences, transformant sa cour en un centre d'apprentissage et de culture. Il fonda l'université de Pécs, la première université de Hongrie, et sa cour fourmillait d'érudits, d'artistes et de poètes. Des cathédrales gothiques s'élevèrent à travers le pays, leurs flèches pointant vers le ciel, témoignage de la richesse et de la piété retrouvées de l'époque. Sous le patronage de Louis, la littérature et l'art hongrois fleurirent. Les chroniqueurs documentèrent méticuleusement les exploits du roi, tandis que les poètes chantaient la chevalerie et l'amour courtois. Des manuscrits enluminés, ornés de motifs complexes et de couleurs vibrantes, ont préservé le savoir et l'art de l'époque. Le royaume baignait dans la splendeur de son âge d'or, un phare de prospérité et de culture au cœur de l'Europe. Mais alors même que la Hongrie atteignait le zénith de sa puissance, une nouvelle menace émergeait de l'Est, l'Empire ottoman. Nés des cendres du sultanat seldjoukide, les Ottomans étaient une puissance jeune et ambitieuse, leurs armées nourries par un zèle quasi fanatique. Menés par une succession de brillants sultans, ils balayèrent l'Anatolie, conquérant d'anciennes villes byzantines et poussant toujours plus vers l'ouest. En 1453, l'impensable se produisit. Constantinople, dernier bastion de l'autrefois puissant empire byzantin, tomba aux mains du sultan ottoman Mehmed II. La nouvelle provoqua une onde de choc à travers l'Europe. La chute de Constantinople ne fut pas seulement une défaite militaire, ce fut une victoire symbolique pour les Ottomans, un signe de leur puissance croissante et de l'influence déclinante de la chrétienté. Les Ottomans, sous Mehmed II et ses successeurs, étaient un ennemi redoutable. Leur armée était une machine bien huilée, un mélange de janissaires disciplinés, armés d'armes à poudre et de féroces unités de cavalerie, héritières des traditions nomades d'Asie centrale. Ils étaient passés maîtres dans l'art des sièges, leurs canons capables de réduire en ruine les fortifications les plus solides. Et ils étaient dirigés par des sultans ambitieux, animés par le désir de conquête et d'expansion de l'islam. La scène était prête pour un choc des civilisations, une lutte pour l'âme de l'Europe. La mort de Louis le Grand en 1382 plongea à nouveau la Hongrie dans la tourmente. Sans héritier clair, le royaume sombra dans le chaos alors que des factions rivales se disputaient le trône. De ce chaos émergea un nouveau roi qui allait laisser une marque indélébile sur l'histoire hongroise, Matyás Korvin. Élu roi en 1458 au jeune âge de 14 ans, Matyás était un homme de contradiction. C'était un brillant stratège militaire et un politicien impitoyable, capable d'écraser ses ennemis sans merci. Pourtant, il était aussi un mécène renommé des arts et des sciences, transformant sa cour en un centre d'apprentissage de la Renaissance. Il rassembla une vaste bibliothèque, la Bibliotheca Corviniana, qui abritait des milliers de manuscrits sur tous les sujets imaginables. Cependant, le règne de Matyás ne fut pas sans défi. La menace ottomane planait sur son royaume et il passa une grande partie de son règne à combattre leurs incursions. Il réforma l'armée hongroise, créant une armée permanente professionnelle connue sous le nom d'armée noire, équipée des armes et des tactiques les plus modernes. Il comprit également l'importance de la diplomatie, forgeant des alliances avec Venise et d'autres États italiens pour contrer l'expansion ottomane. Matyás Korvin, le roi de la Renaissance, se dressa comme un rempart contre la marée ottomane, mais son règne fut trop court. Sa mort prématurée en 1490 laissa la Hongrie vulnérable, les magnates complotant à nouveau pour le pouvoir. Ils se souciaient peu de la menace ottomane, concentrés uniquement sur leurs propres ambitions. Le décor était planté pour la tragédie. En 1526, le royaume de Hongrie fit face à un moment charnière.
La bataille de Mohacs marqua un affrontement décisif entre les forces hongroises et l'Empire ottoman. Malgré leur bravoure, l'armée hongroise fut submergée par la puissance des Ottomans. Cette bataille allait changer à jamais le cours de l'histoire hongroise. Les conséquences de Mohacs laissèrent la Hongrie dans la tourmente. Le roi étant mort et sans successeur clair, le royaume fut plongé dans le chaos. La terre fut divisée entre des factions rivales, chacune luttant pour le contrôle. Cette division rendit la Hongrie vulnérable à de nouvelles avancées ottomanes, conduisant à des décennies d'instabilité et de conflits. À la fin du XVIe siècle, le royaume de Hongrie, autrefois unifié, avait radicalement changé. L'Empire ottoman contrôlait de vastes portions du territoire, tandis que les Habsbourg régnaient à l'ouest. Cette période marqua la fin de l'âge d'or de la Hongrie et le début d'une longue lutte pour l'indépendance et l'unité. Les événements de cette époque ont laissé une empreinte durable sur la Hongrie. Les luttes et les sacrifices du passé continuent de résonner dans la mémoire collective de la nation. Aujourd'hui encore, l'héritage de la bataille de Mohacs et de la division du royaume se fait sentir, nous rappelant la résilience et l'esprit indomptable du peuple hongrois.